Comme le disait Hélène, je vais vous présenter les résultats provisoires de la revue du portefeuille agroécologie de l'Union européenne. Donc, sur la période 2018-2020, c'est la période sur laquelle les résultats ont été analysés. Et donc, comme le disait Hélène, effectivement, c'est un travail qui est en cours. Donc pour le moment, je vous présente quelques résultats, mais l'analyse est toujours en cours. Donc, next, s'il vous plaît. Donc, au total, 948 contrats ont été sont analysés donc, dans le secteur de la Sanane. Ça couvre donc la période 2018-2020 et les contrats sont essentiellement sur le continent africain. Une partie également en Amérique du Sud et centrale pour 16%, et ça n'apparaît pas sur le graphique, mais une partie aussi non négligeable en Asie du central et Asie du Sud-Est pour 15%. Next. Donc, je ne vais pas vous développer la méthodologie, mais simplement pour donner, simplement pour clarifier un peu la méthode. On a appliqué un filtre sur l'ensemble des 948 contrats pour identifier les contrats où apparaissait l'un des mots-clés qui est mentionné, l'un des mots-clés mentionnés sur les slides. Donc, c'est soit agroécologie, soit permaculture, soit agriculture écologique, autonomie alimentaire, souveraineté alimentaire, sachant que ces mots étaient aussi traduits en anglais, en espagnol et en portugais. Et donc, on a considéré que si un projet contenait l'un de ces mots-clés, dans ce cas-là, il était retenu pour l'analyse agroécologique. Donc ça, c'était le premier filtre. Next. Donc, on a aussi appliqué un filtre que j'appellerais un filtre subsidiaire, à savoir que ce filtre contient deux catégories, donc une catégorie type d'agriculture et une catégorie environnement et social. Et donc ces projets n'affichaient pas une ambition agroécologique dans le cadre logique, mais peuvent avoir des composantes qui se rapprochent des principes de l'agroécologie. Donc, on a considéré qu'il était intéressant de les étudier, non pas forcément pour les considérer comme étant agroécologiques, mais au moins pour pouvoir les comparer avec le portefeuille agroécologie et voir les similitudes qu'il peut y avoir entre les différents projets. Next. Donc là, je vais vous présenter les résultats du premier filtre. Donc le filtre des projets qui affichaient clairement enfin clairement, plus ou moins clairement, mais qui affichaient dans le cadre logique une ambition agroécologique. Next. Donc, sur l'ensemble du portefeuille, donc, il y a 6% des contrats catégorisés dans le secteur Sanane qui affichent explicitement une ambition agroécologique. Ça veut dire que dans 6% des contrats, il y avait un des mots-clés et principalement le terme agroécologie, sachant que le terme permaculture est quasi inexistant et souveraineté un peu plus présent dans les cadres logiques, mais quand même très, très peu mentionné. Et dans ce cas-là, c'est plutôt mentionné en Amérique du Sud. Next. Donc, en fait, j'ai pris le parti pour cette présentation, comme elle est assez courte, de présenter les résultats sous l'angle des acteurs. Parce que, bon, on en a discuté, certains intervenants en ont déjà parlé la semaine dernière, mais ce qui est important vraiment de prendre en compte, c'est que c'est un concept multi-acteurs et que cette notion d'agroécologie a été portée initialement par des scientifiques, reprise par des mouvements écologistes, et aussi par des sociétés civiles des pays du Sud et du Nord, et notamment par le mouvement Via Campesina, qui a contribué à ce que la démarche agroécologique dépasse les agroécosystèmes et englobe les systèmes alimentaires, et notamment on introduisait la notion de souveraineté alimentaire. Bon, à côté, sur la droite, il y a un schéma qui est à peu près illisible, mais ça permet de voir l'évolution en fait, du concept et de voir comment l'agroécologie est sortie finalement de la parcelle et du champ pour intégrer les agroécosystèmes et les systèmes alimentaires. Next. Et donc,
ensuite, la notion de transition agroécologique s'est imposée dans le débat, et ce depuis une dizaine d'années. Ça a été beaucoup porté par la FAO, notamment enfin, depuis un symposium en 2014. Et la FAO aussi a contribué en fait à théoriser l'approche agroécologique, la transition agroécologique, et notamment à travers la formulation des 10 éléments constitutifs de l'agroécologie et des 13 principes de HLPE qui ont déjà été présentés la semaine passée, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Next. Mais ce qui est intéressant à mettre en avant, c'est que finalement, l'agroécologie est présente dans les débats, dans les politiques, dans des différentes organisations, et notamment des Nations Unies et des organisations internationales. Mais finalement, si l'analyse du portefeuille de l'Union européenne sur les projets en SANAD montre que malgré ces positionnements forts, le seul 3% des projets mis en œuvre par les agences des Nations Unies affichent explicitement une ambition agroécologique. Enfin, 3% dans le cadre de partenariat avec l'Union européenne, affichent explicitement une ambition agroécologique. Et pour la FAO, qui a pourtant inscrit l'agroécologie à son agenda, cela ne représente que 6,4% des projets. Et même constat pour les ONG internationales, à savoir que ces projets ne représentent que 6,5% des projets mis en œuvre dans le cadre du partenariat de l'Union européenne. Si on compare avec des projets de recherche, le ratio atteint 34%, mais il est gonflé en fait par le programme DESIRA qui clairement a un axe fort sur l'agroécologie. Next. Donc, la question est l'interrogation est de savoir comment expliquer cet énorme décalage finalement entre des engagements affichés par les Nations Unies et les ONG internationales en faveur de l'agroécologie et le très faible taux de concrétisation au projet opérationnel. Donc, bon, là, ce sont des hypothèses, donc je n'ai pas les réponses pour le moment à ces questions, mais l'une des hypothèses, c'est que l'agroécologie ne dépasserait pas le cadre théorique et rhétorique. Une autre hypothèse, ce serait que les projets en agroécologie de ces acteurs seraient financés par d'autres partenaires techniques et financiers, mais dans ce cas, pourquoi pas par l'Union européenne? Alors, est-ce que c'est parce que les appels à propositions laissent peu ou pas d'ouverture aux projets agroécologiques? Est-ce qu'il y a un rejet des projets agroécologiques par les délégations? Ou alors, est-ce que l'image de l'Union européenne n'est pas associée à l'agroécologique, et dans ce cas-là, il y aurait peut-être une autocensure des acteurs? Ou alors, autre hypothèse, c'est que le choix des partenaires exécutifs serait trop restreint peut-être et ne laisserait pas suffisamment de place aux sociétés civiles qui, comme on l'a vu sur les slides précédents, ont joué un rôle important dans la définition et dans la mise en œuvre aussi de l'agroécologie, notamment les mouvements de paysans, paysannes, les associations de défense des droits humains, etc. Next. Donc, une question, comment renverser cette tendance? Alors, on en a aussi parlé la semaine passée, mais de cette cartographie d'acteurs, donc qui pourrait être intéressante à réaliser afin d'identifier les acteurs dans chaque pays, au niveau des pays, mais aussi au niveau régional, les acteurs clés dans le domaine de l'agroécologie. Ça peut très bien être au niveau de ministères, ça peut être au niveau de la société civile, du secteur privé, des agences de coopération, des ONG internationales. Donc, à la fois les personnes les moteurs en fait en agroécologie, mais aussi les freins, les blocages pour le développement de cette agroécologie. Et une autre suggestion, ça pourrait être d'afficher plus explicitement, en fait, dans les appels à propositions, d'afficher plus explicitement l'agroécologie, et aussi peut-être dans les communications internes et externes, et aussi peut-être de diversifier les portes d'entrée en ne se limitant pas aux aspects agronomiques,
ni peut-être même pas seulement au secteur de la SANED, mais en considérant qu'il y a d'autres enjeux prioritaires et des thèmes tels que le foncier, la société civile, les droits humains, le genre, et qui pourraient être aussi des portes d'entrée pour l'agroécologie. Next. Donc là, par rapport au portefeuille donc, qui a été étudié, encore une fois, ce sont des résultats provisoires. Hein. Donc les thèmes associés à l'agroécologie sont principalement en fait, associés au changement climatique, enfin très nettement associés au changement climatique. La co-création et le partage des connaissances apparaît aussi relativement fréquemment. Sachant que c'est un petit peu biaisé pour ce thème-là parce qu'il apparaît quasi systématiquement dans les projets financés dans le cadre du programme DESIRA et donc de recherche qui, dans ce cas-là, mentionne quasi systématiquement la co-création et le partage des connaissances et vraiment dans une moindre mesure le genre et comme vous le voyez sur le schéma, par exemple la biodiversité apparaît quasiment pas et la société civile très peu. Next. Donc, l'agroécologie implique un changement de paradigme, en fait, mais ce qui ressort souvent dans les projets du portefeuille agroécologique, c'est que les projets se limitent souvent, en fait, aux pratiques agricoles, donc soit à l'échelle de la ferme, mais aussi à l'échelle du paysage. Et les objectifs sont souvent des objectifs d'augmentation de la productivité, de la production agricole et in fine de la sécurité alimentaire à travers, entre autres, l'amélioration de la fertilité des sols et des services écosystémiques. Mais on est vraiment dans une approche assez classique finalement de la sécurité alimentaire qui au niveau plutôt des pratiques agricoles. Tandis qu'elle devrait prendre en compte aussi davantage des aspects sociaux et politiques, tels que les relations de pouvoir, notamment les relations de pouvoir sur les terres. On revient aux questions foncières, sur la formation des prix, sur les intrants et sur les dépendances et interdépendances au sein de la société. Donc là, ça concerne, ça a aussi un lien avec les relations de pouvoir et sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes, entre les propriétaires terriens et les paysans sans terre, à savoir que aussi un changement de pratique agricole, ça a des implications sociales qui sont fortes et notamment des implications sur la répartition des rôles, à savoir que la société se construit autour d'une répartition des rôles économiques, mais aussi au sein bien sûr de la sphère domestique. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte, et notamment aussi, si on revient sur la question du foncier, c'est le fait d'améliorer la fertilité des sols. C'est pour ça que j'ai mis dans une petite bulle à qui profite des sols plus fertiles, puisque finalement, améliorer la fertilité des sols dans des endroits où le foncier est peu ou pas sécurisé peut finalement contribuer à une dépossession de ces terres au profit de propriétaires terriens qui verront un plus grand intérêt à s'accaparer des terres qui jusque-là n'étaient pas réellement fertiles. Donc, en tous les cas, c'est des sujets qu'il faut réellement prendre en compte quand on analyse et quand on s'oriente vers des projets agroécologiques. Next. Donc, ce qui implique un nécessaire changement de paradigme et une nécessité de changer de prisme. Donc, par exemple, là, ce sont aussi des exemples, c'est une discussion ouverte, en introduisant plus de sciences sociales dans la recherche en agroécologique, par exemple dans le programme DESIRA, en s'appuyant davantage peut-être sur les acteurs locaux, ou en incitant les acteurs à adopter une autre démarche. Par exemple, là, j'ai mentionné l'approche orientée changement, mais ça peut être tout à fait une autre approche, mais qui permettrait de sortir du cadre et d'être plus holistique.